Donc, on se retrouve ici. Je vais créer rapidement un cube, d'accord? Ok. Et dans ce cube, je vais venir ici lui mettre le modifieur de Geometry Node. Donc ici, je viens dans modifieur ici, et on voit qu'il y a un nouveau modifieur qui s'appelle Geometry Node. Et du coup, on voit que ça crée un petit truc ici qui finalement sert à rien en fait. Ça fait un truc et ça ne sert absolument à rien. C'est normal, c'est parce qu'il faut du coup venir modifier ce Geometry Node dans le panneau qui est fait pour le nouveau panneau de Blender qui s'appelle Geometry Node Editor. Et du coup, on se retrouve avec ce truc là, avec un input en géométrie, un output en géométrie. Qu'est-ce que ça veut dire? En gros, ça veut dire que là, du coup, tu pars de la géométrie du cube. Alors, ce que Blender appelle géométrie, en fait, c'est la position des points en fait, dans l'espace, ainsi que leurs attributs, on va en reparler après. Et l'output, c'est la géométrie terminée, d'accord? Donc ça, c'est bien. Pour te montrer à quel point c'est la géométrie terminée, si je coupe ça, ici, bah, tu vois que ma géométrie disparaît, parce que, évidemment, il n'y a plus de géométrie qui vient, qui rentre et qui sort. Donc, forcément, une géométrie à la fin, sinon ça ne peut pas fonctionner, d'accord? Donc, c'est comme ça qu'il faut le voir. Alors, donc tu comprends que finalement, pour modifier ce Geometry Node, tout va se faire dans ce système nodal ici. Et en fait, finalement, tout va se faire dans les nœuds que tu peux ajouter, et on va en parler ensemble, d'accord? Alors, on va essayer de faire déjà des choses très très simples pour vraiment comprendre comment ça fonctionne. La première chose, tu vois, c'est que ta géométrie, du coup, tu peux lui appliquer un nœud de transform. Donc, tu vas pouvoir déplacer ta géométrie, non pas avec ces attributs-là, mais vraiment dans le Geometry Node. Donc, par exemple, si je viens mettre un nœud de transform, on va vraiment essayer de faire simple. Donc, le transform prend en entrée une géométrie, en sortie une géométrie, et tu peux la déplacer, cette géométrie. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en mettant ce nœud-là, tu ne modifies pas, d'accord, ces éléments-là. On voit bien. Tu vois, je peux faire Y ici, on voit bien que ça ne bouge rien ici. Et on voit bien que si je viens ici faire Y, c'est pas la même chose en fait. On voit bien que c'est pas cet outil-là. Pourquoi? Parce qu'en fait, en gros, ça modifie la position de l'objet en tant que tel, d'accord? Mais ça modifie vraiment en fait la position de la géométrie à l'intérieur en fait, tu vois? Et on voit bien, et d'ailleurs, on voit une grosse différence qu'il y a entre les deux nœuds, pour bien comprendre ce qui se passe, c'est que quand je déplace ici Y, on voit que le point de pivot à ce niveau-là se déplace, d'accord? Ici. Alors que quand je modifie Y ici, on voit bien que le point de pivot ne se déplace pas. Donc c'est bien la géométrie dans l'objet qui se déplace avec le nœud transform. Ce qui est intéressant, et c'est tout l'avantage du procédural, c'est que tu peux venir par exemple mettre plusieurs nœuds de transform à la suite si tu le souhaites, tu vois. Et ça c'est très cool, d'accord? Donc pour l'instant le nœud de transform, bon voilà, logique, tu peux tourner ton cube sur n'importe quel axe. Ça paraît assez logique, je pense qu'il n'y a rien d'incroyable là-dessus, je pense que ça te parle, ok? C'était vraiment pour faire simple. Donc on va virer ça, aucun intérêt. Alors, du coup, quelle est la force du Geometry Node? En fait, la force du Geometry Node, c'est que tu peux, en fait, comme c'est nodal, importer d'autres objets dans le Geometry Node. Et ça, c'est vraiment incroyable. Par exemple, ici, je peux venir, par exemple, chercher un input. Ici, et dans input, tu as plein de trucs, notamment Object Info. Et dans Object Info, tu peux venir chercher la location, rotation, scale d'un objet, et notamment aussi la géométrie d'un objet. Et ça permet d'ajouter de la géométrie dans l'objet, alors que ça vient d'un autre objet. Je t'explique un peu comment ça marche. Par exemple, je crée ici un Suzanne. Donc, je vais créer ici, hop, rapidement, Suzanne. Ou voilà, un gear là, hop, parfait. Voilà. Je le déplace ici. Et imaginons que je veux importer ce gear dans cet objet-là. Et bien c'est assez simple, je vais mettre ça à 0. Il me faut simplement du coup aller chercher le gear ici, d'accord? Et du coup la géométrie, je peux la mettre là. Et du coup maintenant, bah, la géométrie va être remplacée et du coup on aura le gear à la place, tu vois. Parce qu'on prend le gear en géométrie. Paf, tu vois? La géométrie est à la place de notre géométrie de base, d'accord? Bon, et imaginons qu'on voudrait qu'on ait les deux géométries à la fin. Et bah pour ça, il y a un nœud qui s'appelle join, ici, donc quand je cherche join, géométrie, qui permet de joindre les deux géométries. C'est exactement la même chose quand tu combines deux objets ensemble, quand tu les fais passer de deux objets qui sont séparés en termes d'espace-objet, en un seul objet avec les deux éditions différentes. D'accord? C'est la même chose que ici, join. Là, CTRL-J. Donc là, si je fais ça, tac, on va avoir les deux objets dans le même objet. D'accord? Mais la différence, c'est que l'object info, si tu le mets en original, il va tout le temps prendre la position de l'objet sur lequel tu es dans le Geometry Node. Si tu veux jamais si tu veux la position de l'objet original, donc cet objet-là, eh ben, il faut le mettre en relatif. Et là, du coup, tout est pareil. Tu vois, si j'enlève le gear ici, c'est la même chose. Okay, moi, je préfère être en original, et rien ne m'empêche après de pouvoir déplacer le gear sans déplacer le cube, avec évidemment un nœud de transform. D'accord? Donc il faut vraiment suivre, et il faut, on va dire, être à l'aise avec les nœuds. Il faut toujours te dire qu'en fait, finalement, c'est vraiment une information qui va de la gauche vers la droite, d'accord? Et cette information, dans chaque nœud, dans chaque boîte, on va la traiter, la changer, tu vois. Donc du coup, là, ici, j'ai mon gear qui arrive à la base, qui est au centre du monde, et ici, je viens le déplacer, tu vois. Et par exemple, imaginons, je veux le mettre sur le cube, on va faire un truc un peu plus logique. Imaginons, je veux le mettre sur le cube, tu vois, et ben je peux venir le mettre ici, tac, hop, sur le cube, le scaler un petit peu. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que comme c'est procédural, regarde ce que je peux faire. Plutôt que de faire, du coup, un scale ici, je peux tout à fait créer une valeur, d'accord? Value. Et ici, je vais pouvoir mettre valeur dans scale. Et du coup, ça me permet de gérer le scale directement comme ça. Alors tu te dis, je vois pas trop l'intérêt. Mais en fait, si, tu vas voir, c'est complètement dingue. Tu peux tout à fait en fait créer un deuxième nœud de transform ici.
recréer une géométrie, faire un troisième join geometry, et du coup, tu vas pouvoir créer directement comme ça une duplication de ton gear. Alors, ça s'appelle un engrenage en France. Alors, du coup, ce qui est intéressant, c'est que tu vois, là, maintenant, je peux vraiment venir, en fait, jouer sur ces deux éléments-là ensemble. Et là, tu vas vite comprendre la puissance que ça a, c'est que du coup, je peux venir mettre mon élément là, par exemple, et mettre un deuxième engrenage ici, par exemple, tu vois. Et je peux venir le tourner, par exemple, si je veux, comme ça. D'accord? Par exemple, comme ça, ici. D'accord? Et du coup, ici, je peux faire ça plusieurs fois. Imaginons, j'ai envie de mettre un gear, d'accord? Deux gears comme ça, tu vois, c'est mon objet. Ok, parfait. Le truc, c'est que j'aimerais pouvoir contrôler le scale de ces deux gears avec une seule valeur, tout en gardant, tu vois, le fait que celui-là est un 1 et celui-là est un 0,5, tu vois. Et bah, avec un simple nœud de math, tu peux faire ça. C'est math, tout simplement, ici, voilà. Je peux tout simplement dire, je prends cette valeur-là, ici, d'accord? Ça, c'est la valeur de base, ok? Et là, ici, je vais la multiplier par un... Pardon, ça c'est la valeur de base, désolé. Et ça sera je vais la multiplier par un certain chiffre ici, tu vois. Et du coup, là, ça peut être 2, par exemple. Et du coup, maintenant, avec cette valeur-là, je peux gérer les deux engrenages de manière totalement proportionnelle. Du coup, si tu avais fait ça en vrai, tu aurais vraiment galéré à pouvoir avoir ce genre de choses. Et ça te permet d'avoir des setups très très pratiques, très très simples avec le gear. Évidemment, tu t'en rends bien compte, hein, ce que je suis en train de faire là est duplicable à l'infini, d'accord? Là, du coup, tu vois, rien que ça, déjà, ça permet d'avoir pas mal de choses. Alors, un autre truc hyper intéressant, c'est que par exemple, imaginons j'ai envie de contrôler la rotation de ces gears de manière un peu plus poussée que juste une rotation classique, d'accord? Comment je peux faire ça? Eh bien, ce qui est énorme, c'est que tu peux balancer d'autres objets en contrôleur dans ton Geometry Node et utiliser ce système de Geometry Node pour pouvoir contrôler certains éléments à partir de la position, la rotation, le scale de certains objets. Du coup, comment on va pouvoir gérer ça? Eh bien, je peux créer un empty, par exemple. Je veux créer un empty ici, hop, tac. Allez, une sphère, voilà, que je vais déplacer ici. Et je vais importer l'empty dans mon Geometry Node. Donc, pour importer l'empty, c'est pas compliqué. On va chercher ici un object info. Et ici, on va chercher l'empty. D'accord? Et ce qui est avantageux de l'empty, c'est que j'ai pas envie d'avoir la géométrie là, ça n'a aucun intérêt d'avoir la géométrie de l'empty. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir ces valeurs-là, location, rotation, scale. Et on va pouvoir utiliser ces valeurs-là pour du coup impacter en fait la rotation et la position de mes gears. Tu vois, c'est franchement hyper ouf. Tu vois, au lieu d'avoir une valeur qui gère le scale, tu vois, plutôt ici. Ce qui serait cool, c'est plutôt d'avoir, genre, quand je scale mon empty, ça scale mes gears, tu vois. On commence à faire du rig en fait, un peu là. Hein, vraiment, c'est vraiment, on commence à faire de la modélisation procédurale, paramétrique, nodale. Comment ça fonctionne? Ici, au lieu de mettre la value 620, je vais dire non, non. Moi, ce que je veux qui contrôle le scale, c'est le scale ici. Donc, je vais venir ici chercher hop, ce scale-là. Et ce scale, je vais le mettre ici. D'accord? Et du coup, maintenant, quand je scale ma sphère, on a du coup exactement mes résultats, mais par rapport au scale de la sphère et non plus par rapport à une valeur toute petite qui n'a aucun intérêt. D'accord? Et du coup, je peux venir gérer ça. Alors, là, le truc, c'est que ma sphère mon scale est trop grand. Pas de problème. Hein. Il suffit de rajouter un petit multiply à ce niveau-là, et juste multiplier du coup la valeur du scale par un chiffre inférieur à 1, pour pouvoir réduire ça, d'accord? C'est vraiment des maths basiques, hein. Là j'ai un scale de 1 qui sort de ma empty, je le scale par 340, donc ça donne un scale de 0,340, et le scale de 0,340, je le mets dans le scale directement du premier gear, qui est celui-là, donc ce scale-là, ce gear-là est à 0,340 de scale, et je le mets dans le deuxième en multipliant par 1,640, donc ça donne à peu près une valeur de 0,5, dans ce gear-là, d'accord? Et du coup, ça nous donne quelque chose où quand je scale ma sphère, on a vraiment un contrôle total. Ce qui serait encore plus cool, c'est que quand je tourne ma sphère, les gears se mettent à tourner aussi, et dans un sens opposé. Allez, on peut tenter ça. Donc ici, on va devoir aller chercher la rotation, d'accord, de la sphère. Donc là, si je mets la rotation directement dans les deux, là, on va juste avoir la rotation qui va se suivre, d'accord? Ce qui n'est pas très très intéressant, parce qu'une simple parenté aurait fait largement l'affaire. Ce qui serait cool, c'est que justement, on ait un contrôle sur ces rotations qui soit beaucoup plus intéressant, qui par exemple, quand je fais ici cette rotation-là, on est par exemple deux engrenages ici qui s'emboîtent comme ça. Clac, 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 d'accord? Alors ça, en animation avant, ça aurait été un enfer. Enfin, tu aurais pu l'animer, mais tu n'aurais jamais pu avoir un truc paramétrique comme ça. Maintenant, ça aurait été excellent. Du coup, ici, j'aimerais que cet engrenage, plutôt qu'avoir un seul engrenage, ce qui serait cool, c'est que cet engrenage, il puisse venir s'emboîter et clac, 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 tu vois, avec un engrenage à côté. Donc, je vais faire un troisième engrenage ici. Pour ça, c'est pas compliqué, on l'a déjà fait tout à l'heure. Je vais, hop, cacher ça rapidement ici. Tac. Je duplique ça, ici. Alors, j'ai essayé qu'ils ne me mettent pas partout, voilà. Donc ça, c'est la géométrie de base, donc mon gear. Ça, du coup, on va faire un troisième join ici. Tac, tac. D'accord? Et l'idée, c'est que là, par contre, du coup, on est un scale beaucoup plus petit. Encore une fois, l'idée, c'est que le scale soit procédural. Donc, on va utiliser, évidemment, cette valeur-là. Hein. Donc, on va partir, du coup, sur cette valeur-ci. Mais du coup, il faut qu'il soit encore plus petit. Donc, on va le multiplier. Voilà. Hop, comme ceci. D'accord? Et ce qui serait cool, du coup, c'est que on le déplace pour qu'il soit
sur une valeur assez intéressante. Donc, il faut qu'il soit collé au sol, voilà, et qu'on ait quelque chose comme ça, par exemple, tu vois. Hop, et du coup, qu'on déplace l'autre qui est ici, de l'autre côté, voilà. Et du coup, ce qui serait cool, tu vois, c'est que les engrenages se mettent en place, tu vois, simplement. Hop, alors je vais galérer un peu, je pense, mais... Il faut que je tourne sur ça, sur Z. Voilà, ok. Alors, je fais ça un petit peu à l'arrache. On devrait, je pense, modifier les engrenages pour que ça fonctionne. On voit pas grand-chose ici, je vais mettre la cavity pour qu'on voit un peu mieux ce que je suis en train de faire. Ouais, là, c'est un peu mieux. Parce que là, sinon, on voit rien. D'accord? Alors, je vais un petit peu scaler ça quand même encore. Le déplacer. Alors, du coup, maintenant, l'idée, c'est que ce qui serait intéressant, c'est quand je fais tourner la sphère, tu vois, il faudrait que mes 3 gears se mettent à tourner, d'accord? Et que lui, par exemple, ici, se mette à tourner de manière inverse, tu vois. Ça, ce serait vraiment, vraiment génial. Ce qui est important, du coup, c'est de garder l'offset ici, parce que là, je suis OK, d'accord? Donc, il faut que je garde cette valeur-là ici. Donc, enfin, cette valeur-là ici, de 15. Donc, du coup, ce que je vais faire, c'est que j'ai déjà créé une valeur de 15,8 pour pas la perdre, d'accord? Donc, je m'évalue ici, et je mets 15,8. D'accord? Maintenant que j'ai cette valeur de 15,8, je peux du coup la garder. Okay, l'idée maintenant, c'est que si je mets directement la rotation, comme j'ai fait tout à l'heure, de ici, dans mon gear, bah, je vais avoir la même chose en fait. Tout va tourner sans trop de problème, d'accord? Ce qui est un petit peu dommage, tu vois, c'est pas trop nous ce qu'on cherchait. Ce qu'on cherchait, c'est plutôt avoir quelque chose, quand ça tourne, ça se met à tourner dans le même sens et de manière logique. Et du coup, on a le truc qui est cool. Et du coup, ce qui est très bien, c'est que lui, il faut qu'il tourne dans l'autre sens, en fait, celui-ci, d'accord? Donc, comment je fais pour que ça tourne dans l'autre sens? Pour ça, du coup, il va falloir inverser la rotation de notre empty ici, d'accord? Donc, pour inverser la rotation de notre empty, il faut venir dans ce transform-ci, d'accord? Je vais ranger un petit peu mon bordel, là, parce que c'est pas tout, mais on comprend plus grand-chose, là. Hein. Maintenant, du coup, lui, on veut inverser la rotation. Donc, comment on va faire pour inverser la rotation qui est là? Il va falloir faire un vecteur mat, en fait. D'accord? Il va falloir faire des maths sur des vecteurs. Du coup, pour faire ça, on va faire un vecteur mat. D'accord? On va pouvoir, du coup, faire un calcul mathématique. Et notamment, on pourra multiplier, en fait, toutes les valeurs de ma rotation par -1. Et du coup, ça va inverser la rotation. Parce que, du coup, tous les chiffres que tu multiplies par -1, ça donne leur négatif. D'accord? Donc, si je fais ici -1, paf. Donc, ça va là. Tac. Ça va là. Tac, voilà. Et donc maintenant, quand je fais ça, là, les gears tournent entre eux de manière extrêmement synchronisée. D'accord? Tu vois, parfaitement synchronisé. Alors maintenant, du coup, il faut juste qu'on rajoute l'offset. Tout à l'heure, on avait un offset qu'on a mis dans une valeur tout à l'heure qui était de 15 degrés. Il faut qu'on rajoute cet offset là. Et donc, pour ça, il suffit de faire un add vecteur juste avant ici. Hop, voilà, on va mettre un add ici. Et du coup, on va mettre la valeur. Alors, par contre, là, il va falloir mettre un vecteur et non pas une valeur toute seule, sinon on va être embêté. Ok, super. Et du coup, je vais mettre 15,8 dans la valeur ici, Z. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est que maintenant, je peux venir mettre ça dans Add, d'accord? Et je peux venir mettre la partie vecteur ici, dans cette partie-là, et hop! Et du coup, ça va logiquement ajouter la petite rotation qu'on avait en offset. Alors, on voit qu'elle n'est pas assez forte, donc je vais venir l'augmenter un petit peu pour être pile dedans, d'accord? Et je vais déplacer un tout petit poil mon gear pour qu'il fonctionne parfaitement. Et du coup, maintenant, quand je tourne cet engrenage, tu vois, tout est parfait, d'accord? Alors, évidemment, il y a un autre problème qu'on va avoir. Gérer ce petit problème il faut que, comme ce gear, cet engrenage est plus petit que celui-là, il faut qu'il tourne plus vite pour se mettre à jour, d'accord? Donc, pour gérer ce problème-là, il va falloir du coup augmenter la rotation d'un certain facteur pour que ce soit tout le temps à la bonne vitesse en fait. Donc ici, on va falloir multiplier encore une fois la rotation, d'accord? Mais au lieu de faire par -1, on va devoir multiplier tout par 1, mais par 1, quelque chose, tu vois. Et en fait, ça va dépendre, ce 1, quelque chose va dépendre en fait de la différence d'échelle qu'il y a entre ce gear-là et ce gear-là, d'accord? Attention, on part encore en maths là, hein, ça va être méga vénère. Du coup, ici, j'ai le scale de ce nœud-là, voilà, qui est ici, hein, donc c'est cette valeur-là, d'accord? Donc on va venir la mettre. Voilà, c'est ici qu'il faut la mettre. Donc on va venir, hop, venir créer un mat. Et je vais venir mettre ça directement là-dedans. Et il me faut la différence entre ce scale-là et ce scale-là. D'accord? Donc en gros, finalement, c'est pas compliqué. Hein. C'est simplement ce scale-ci divisé par ce scale-là. Ou l'inverse, on va voir lequel, par quoi, on verra bien. Il faut à la fin qu'on ait une valeur positive. Donc en gros, du coup, et le scale de c'est celui-ci. Donc, tac.
Du coup ici, là on va mettre ça là, d'accord? Et du coup la valeur devrait être logiquement plus rapide. Et du coup on ne devrait plus avoir ce petit décalage parce que du coup on a pris en compte finalement la différence de scale parce qu'un engrenage c'est comme ça, plus l'engrenage est petit, plus il doit devoir tourner vite, d'accord? Et du coup on a dit ok, s'il est une fois ou deux fois plus petit, tu vois, et il faut qu'il aille une fois ou deux fois plus vite, tu vois, c'est le même rapport. Donc maintenant qu'on a ça, du coup, si je tourne la sphère, logiquement, ça devrait être ou plus long ou plus rapide, on va voir en fonction du sens. Voilà, on y est. Donc il faut diviser la valeur la plus grande par la valeur la plus petite. Et du coup, on se retrouve avec le facteur qui détermine combien de fois il va falloir aller plus vite, d'accord? Donc là, finalement, tu viens de voir en fait comment gérer de manière procédurale. Là, tu as une petite animation de engrenage, tu vois, qui est fait du coup grâce à un simple système de nœuds. Et en fait, quand on y réfléchit, c'est vraiment pas compliqué. Je vais vraiment refaire du début à la fin le chemin des nœuds pour que tu comprennes vraiment bien ce qu'on a fait depuis le début. Alors du coup, ici, on avait à la base, d'accord, une géométrie qui était simplement notre petit cube, d'accord? Et notre petit cube, du coup, on lui a dit, très bien, est-ce que tu peux juste venir t'additionner avec une autre géométrie qui est en fait un engrenage. Et cet engrenage, on va pouvoir du coup venir lui dire, bon bah très bien, est-ce que tu peux te déplacer un instant? Donc on va l'importer ici, le déplacer. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois qu'on crée un nœud de transform, d'accord, en fait, dans la mémoire de Blender, ça crée du coup une copie du déplacement de l'engrenage, d'accord? Et ce qui fait que du coup, après, tu peux venir le join avec un nœud de join. Et du coup, ça te permet à chaque fois de faire des copies du coup d'objets, d'accord? Ça, c'est hyper pratique. Donc on a pris un engrenage, on l'a déplacé et on l'a simplement join avec du coup notre cube et on a fait ça 3 fois avec les 2 autres engrenages. Donc on a mis un nouveau transform, on l'a rejoin pour du coup à chaque fois créer un nouveau engrenage. Une fois qu'on a eu ces 3 engrenages qu'on a du coup simplement déplacés et join, on leur a dit ce qui serait cool c'est qu'ils soient contrôlés par un empty et du coup que le scale de l'empty puisse gérer le scale des engrenages et que donc avec toute proportion gardée, tu vois, ça veut dire que le scale de l'empty à 1 puisse gérer différents scales des engrenages avec des maths à chaque fois, pour pouvoir, en fait, on fait simplement des coefficients. Et ensuite, on va faire la même chose avec les rotations pour que quand je tourne ma sphère, on ait des engrenages qui tournent à la bonne vitesse en fonction de leur position et leur taille. Donc c'est ça le principe. Alors j'espère que tu as compris à peu près 50% de ce que j'ai dit, parce que je me doute bien que c'est pas évident. Si t'es arrivé jusqu'ici, c'est forcément que l'animation 3D et les effets spéciaux t'intéressent. C'est pour ça que je veux te permettre d'aller plus loin qu'un simple tuto. En fait, j'ai envie de te proposer, de t'offrir ma méthode ultra simple et ultra efficace pour éviter les 7 erreurs les plus fatales qu'un artiste 3D puisse subir. Mon Dieu, tu n'imagines pas les mois que j'aurais gagné si j'avais connu cette méthode quand j'ai démarré. Donc voilà ce que je te propose de faire. Tu vas cliquer ici, maintenant, pour obtenir cette méthode complète gratuitement. Oui, c'est gratuit, c'est sans bullshit, ça vaut réellement de l'or et tu peux l'appliquer directement dans tes projets. Alors, qu'est-ce que tu fais encore ici? Clique.